à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du déplacement de l'Olympique de Marseille à Metz et puis il y aura les paris FCM, un débat sur le fair play financier et sur le mercato à venir donc, et puis un autre débat sur les perdants du 11 de Villas-Boas. Voilà, c'est le programme avec qui on va en parler avec Hervé Berkane qui est avec nous. Ça va Hervé? Bonjour à toutes et à tous, oui ça va, très bien. On va en parler aussi avec Mourad Hartz qui est assis sur ce canapé. Bonjour Monsieur Courme. Ça va Mourad Hartz? Ça va très bien. Depuis que j'ai rencontré mon idole Tai Taiwo. Ah c'est vrai. Tu l'as vu Tai ou pas? Non, j'ai pas eu le temps, et je vous jure je ferai mes devoirs, je vais le regarder ce soir. Il est énorme, c'est un grand homme. C'était, on s'est régalé à faire cette émission avec lui. Tu te rappelles, il était jovial déjà. On se régale avec tout le monde. Ouais. Hein, on fait pas de c'est pas préférence. Ce que vous dites en off, mais bon, on se régale avec tout le monde. Mais là, il a une espèce de joie de vivre, tu vois, qui est communicative. C'était vraiment... C'était une bonne époque et on a de belles phases avec lui. C'était un sacré bonhomme. Et c'est vrai qu'il a fallu le canaliser. Deschamps est arrivé. C'est grâce à ça qu'on a été champion quelque part aussi. Ouais. Allez, on sera peut-être pas champion cette année. Quoique, on ne sait jamais. On joue le titre à la fin de cam, on nous l'a dit. Hein. On joue le titre. Et Radonjic joue le ballon d'or, lui. Et à ma vie, équipe de France, le retour. Allez, on parle tout de suite du déplacement de l'Olympique de Marseille à Metz. Ce sera samedi après-midi. C'est tout de suite, c'est l'avant-match. Et l'avant-match, le déplacement à Metz pour l'Olympique de Marseille. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui reste sur 6 victoires consécutives. Que peux-tu nous dire de cette grande équipe de Metz, Mourad? Pas grand-chose, parce que contrairement à beaucoup d'équipes de Ligue 1, en fait les équipes de Ligue 1, souvent, je vois quand même 1 ou 2 matchs hors multi-Ligue 1. Mais Metz, je crois que j'en ai vu aucun hors multi-Ligue 1. J'ai l'impression qu'ils jouent toujours le samedi à 21h. Là, ils joueront le samedi à 17h30. Et non, après, il y a quelque chose à dire. Déjà que c'est pas la grande joie, puisque c'est une équipe qui est remontée en Ligue 1 grâce à Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti qui a malheureusement, dont la femme a malheureusement de très gros problèmes de santé, donc Frédéric Antonetti est un peu à distance. Je sais pas s'il a encore un impact sur cette équipe, mais en tout cas c'est Vincent Oignon, son assistant, qui dirige cette équipe, qui est donc 18e, il me semble. Il y a aussi Manuel Cabit, je pense que c'est Manuel, qui est un défenseur qui a aussi eu un grave accident de voiture. Oui. Bref, ils ont quand même, c'est quand même difficile pour Metz et quand je les ai vus dans le multi-Ligue 1, je sais pas trop quoi en dire, quoi. Ça a l'air d'être une équipe de Ligue 1 lambda avec un buteur Habib Diallo qui est pas mal, qui est très surprenant, qui marque beaucoup de buts. Il aurait pu être absent parce qu'il est sorti blessé à Nice le dernier match qu'ils ont perdu 4-1, mais il sera sans doute là. Et puis on peut dire, c'est difficile de dire quoi que ce soit. On peut dire qu'ils ont battu Monaco. En début de saison, ils ont battu Saint-Etienne à Saint-Etienne. Ils font souvent des nuls ou des petites victoires ou des petites défaites. De toute façon, quand t'es 18e des matchs, t'as pas dû en gagner beaucoup. Hein. Ils en ont gagné 3, il me semble. Mais tu vois, le truc, c'est qu'ils, mis à part à Nice, là, ils se sont quand même pris une belle rouste. En règle générale, ils se prennent pas trop des roustes. C'est 2-1, 3-1, 1-0, 1-1. C'est pas une équipe fun, quoi. Mais et puis on souhaite vraiment tout le meilleur à Cabit et à la femme d'Antonetti. Enfin, je sais pas où ça en est, mais bon, ça, c'est des trucs avec lesquels on préfère pas trop rire. Ouais. On va regarder le classement ensemble pour s'apercevoir et pour revoir que l'Olympique de Marseille est deuxième de ce classement. C'est émouvant. C'est beau. Ou alors premier du classement du vrai championnat de Ligue 1. Hors Qatari. Or, voilà. Non. Et puis la 5e place Europa League, c'est pas encore fait. Hein. La 5e place Europa League, c'est vrai que c'est pas encore fait. Donc Metz ne figure pas, on vient de le dire, dans ce classement qu'on a mis, puisqu'on s'intéresse qu'aux 10 premiers. Voilà, le reste, on s'en fout. Voilà. Et puis en fait, si la 5e place, elle va être en Europa League, parce que l'OM qui va finir second va gagner la Coupe de France. Donc ça va ouvrir un... Ah d'accord. D'accord. Je pense. Et donc Metz est 18e. Quand on voit la dynamique de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on peut imaginer autre chose qu'une victoire là-bas? Moi, je pense que voilà, comme tu as dit, ça va être une victoire et il faut que ce soit une victoire parce que là, ça commence à faire peur à tout le monde. C'est ça qui est bon. Parce que quand tu es joueur professionnel, même plus amateur, quand tu arrives une équipe qui a 6, 7, 8 victoires de rang,
tu as déjà gagné une partie du match avant de commencer le match. Donc, je pense, voilà, Metz, malheureusement, c'est plus le Metz que j'ai connu quand j'étais jeune, où il y avait de très grands joueurs, où des fois, ça jouait les premiers rôles. C'est fini, ce club. Je pense qu'ils ne se remettront jamais. C'est vraiment dramatique pour eux, mais parce que c'est un bon petit stade, un bon petit peuple de supporters. Donc là, il faut encore enfoncer le clou et gagner. Je pense que, vu l'état d'esprit que j'ai vu ce... Enfin, il est en train de nous faire quelque chose d'extraordinaire à VB, parce que n'oublions pas qu'il fait partie des rares entraîneurs de l'OM qui ont subi un effectif et qui ne l'ont pas choisi. Et ce qu'il fait, pour moi, c'est vraiment fantastique. Et puis c'est ce qu'on aime, nous, en tant que supporters, de l'émotion. On en a plein en ce moment. C'est vrai. Beaucoup de victoires, beaucoup d'émotions au stade Vélodrome. On l'a vécu la dernière fois encore. Quel 11 de départ pour ce match de l'Olympique de Marseille? On va s'intéresser à ça. Alors, il y a a priori une grosse incertitude, un gros point d'interrogation sur Benedetto. Sur sa participation. Il était absent ce matin à l'entraînement, donc on enregistre juste avant la conférence de presse de Villas-Boas. Qu'est-ce qu'il a en fait? J'ai pas eu le temps de lire. Il a dit que c'est une contracture, il me semble que c'est à la cuisse, alors là j'en suis plus sûr, mais il a dit, en tout cas Villas-Boas après le match a dit c'est une contracture, pas une déchirure, donc du repos. Pas de quoi s'alarmer, grosso modo. Il semblait plutôt optimiste, non je sais pas si optimiste, en tout cas il a dit bon, c'est une contracture, pas une déchirure, ça c'est important. Après, écoute, je pense que l'équipe, je pense que ça va être la même, ça va être que ce poste, quelque part, hein. Non, il va changer. Il y a peut-être Germain. choix à faire. Germain. Alors, voilà, c'est ça le truc. Parlons de Benedetto. En cas d'absence, encore une fois, Villas-Boas en parlera très certainement cet après-midi. Ouais. Mais si jamais il ne peut pas jouer, est-ce que toi, tu remets Germain à la pointe de l'attaque? C'est pas possible, ce garçon, avec... à un moment donné, ça va péter comme on a été vachement patient vers Radonjic. Je veux dire, là, à un moment donné, c'est pas possible. À un moment donné, il va bien avoir l'étincelle. Alors peut-être que l'étincelle, il l'aura à l'extérieur, peut-être qu'au stade, il se fait un blocage. Mais moi, je le remettrai là. Et je pense qu'il va le remettre. Je ne pense pas qu'il va le sortir. Il sait que c'est le numéro 2 derrière Benedetto. Et si Benedetto n'est pas là, il faut le mettre. Moi, je pense que c'est impératif. C'est vrai, ça. Pour la gestion, surtout du groupe. Voilà. Cet argument d'Hervé, c'est vrai qu'il a du poids, parce qu'on sait que Villas-Boas, par exemple, Strootman, il a dit bon, voilà, c'est le numéro 1, Perrin, c'est le numéro 4. Tout ça, il semble être. De manière, Villas-Boas, il est cohérent dans tout ce qu'il fait et il semble être cohérent avec la hiérarchie dans son effectif. Donc, c'est vrai qu'en se basant là-dessus, on peut peut-être se dire qu'en effet, c'est Valère Germain qui part titulaire pour ce match si Benedetto n'est pas là, parce qu'on va attendre encore une fois, si ça tombe, Villas-Boas il va dire non mais il sera là, tout ça. Peut-être qu'en plus Benedetto, même s'il est présent, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, il a besoin de se reposer. Mais après, je me dis, moi, quand même... en fait, je me dis qu'il n'y a pas de blocage avec Valère Germain. Non. C'est juste que c'est son niveau normal. C'est juste que c'est un joueur qui n'est pas fait pour jouer seul en pointe et qu'on le sait depuis le départ. Voilà, et que c'est un joueur donc, qui même quand il a eu des bonnes périodes, en fait, c'est juste la petite occasion, le petit truc, il le mettait au fond. Mais c'est un joueur de complément, finalement, Valère Germain. Et on est un peu trop sévère avec lui parce qu'il a un salaire et il est arrivé avec une certaine image, machin, il a été survendu, notamment par les commentateurs à la télé, etc., comme le joueur, le Dybala français, tellement intelligent. Non, mais non, mais attends, à chaque fois que... Oui. Et à chaque fois que je regardais... Inflammade sur Valère Germain non plus. Non, mais Dybala, c'est justement, je fais exprès... Non, oui. Tout le monde savait que c'était le numéro 2. Non. Là, encore une fois, je m'inscris en faux parce que le temps fait passer beaucoup de choses. Moi, je me souviens parfaitement... Qui a dit ça, Dybala? À chaque fois, Dybala, c'était de l'enflammade, un peu pour rire. Mais quand il arrive à l'Olympique de Marseille, je répète toujours, je mets un tweet où je mets avec Germain, on a recruté un joueur qui va nous apporter quelque chose de différent, mais peut-être un apport de but similaire, un apport en but, passe décisif, similaire à celui de Gomis. Je me suis fait défoncer sur Twitter, on m'a dit « Tu comprends rien au ballon, Germain il est 1000 fois plus intelligent que Gomis, ça n'a rien à voir avec Gomis, il comprenait rien au foot, comme si l'apport de Valère Germain allait révolutionner l'équipe. » Et ça, j'ai encore toutes les réponses et tout. On m'a insulté quand j'ai dit, parce qu'à l'époque on se disait que Valère Germain c'était... Et voilà, à chaque fois que quelqu'un signe, de toute manière, c'est l'enflammade. Et il faut aussi le dire, quand il joue un match à la télé, à chaque fois, Valère Germain, moi j'ai cette phrase... complètement raté, mais c'était une bonne idée. C'est toujours bien. Alors, vous pouvez continuer à insulter Mourad Art sur Twitter. Je ne savais pas que ça insultait sur Twitter, ça insulte sur YouTube, ça insulte plus. On m'a jamais insulté, moi, c'est bizarre. Il aime ça, il aime ça les insultes, donc vous pouvez continuer. Sur Valère Germain,
Sur Valère Germain, c'est vrai que je disais à notre collègue et ami Nassim, avant le match, qui viendra peut-être la semaine prochaine d'ailleurs participer à cette émission, je lui dis, quand on a vu la compo, on a vu que Germain allait débuter, je lui dis, Germain, ouais, parce que lui, il aime beaucoup Valère Germain. Et je lui dis, mais il va pas toucher un ballon, Germain. Je te l'annonce, il va pas toucher un ballon. Comme l'année dernière, comme l'année avant. Quand il joue en pointe, il touche pas un ballon. Alors si on le sait, ça, si on le sait, est-ce que même si on doit faire de la gestion, est-ce qu'on n'est pas tenté de mettre quelqu'un d'autre au final? Ça va, il joue. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions des petits défenseurs comme Stopila Sunzu, 1m80, 3m10 et John Non, Boy, ça va. Il n'y a pas d'autre option Moi, en je fait sais s'il va marquer un but de la tête. Bon, vous voulez rester sur. Il est bon de la tête. Valère Germain. Non, mais après, moi, je serais aussi pour tenter autre chose, Mais etc. c'est quoi? Mais il y a quoi en fait? Il y a pas- C'est mettre peut-être Payet alors Voilà, non. peut-être un Marley Ake, peut-être. Payet, laissons-le où il est. Là, il est en train de flamber. Ah, ouais, Redonner joueur de ballon, laissons-le où il est. Ouais, Comment non, ils mais sont pas les peut-être tu expériences. peux peut-être faire un truc avec Marley Ake. Après, bon, c'est peut-être aussi l'envoyer au casse-pipe, le petit, donc c'est. Alors, il y a une autre incertitude. Non, il n'y a pas d'incertitude. Il y a un autre choix peut-être à faire. C'est toujours pareil. C'est est-ce qu'on met Camara en défense ou est-ce qu'on le met au milieu de terrain, sachant que si on le met au milieu de terrain, c'est Strootman qui sort. Voilà. Et ouais, moi, je le préfère au milieu. Moi. Ouais. La dernière fois, je m'étais trompé de joueur, mais il me fait penser un peu à Richcard, de la façon dont il gère. Bon, moins physique, hein. Ouais. Mais moi, sincèrement, je le vois bien dans le rôle de la pieuvre, tout ramasser, relancer, c'est propre et tout. Il sent le foot, il est très. Moi, c'est un esthète, mais je le préfère dans ce rôle-là. Après, bon, s'il faut le mettre derrière, mais moi, je le préfère mieux de terrain. C'est Ouais, réglé. mais Ouais. dans la gestion de l'effectif, je pense que Strootman va débuter parce que déjà, ouais c'est un match qui doit être. Qui est taillé pour lui, quoi. peu Déjà, rugueux. en plus, donc déjà Strootman va rater le match contre Nîmes, donc C'est vrai. il y a une raison pour le mettre là. Et puis en plus, oui, c'est un peu rugueux. C'est pas, en fait, Strootman là où il se noie, c'est quand il y a beaucoup d'espace à couvrir. Et là, tu sais que tu vas avoir le ballon la plupart du temps, sans doute, que tu vas avoir la gestion du jeu et qui va être là pour un peu gérer tactiquement des trucs assez simples. Et que là-dessus, il est bon et que depuis ses débuts de saison, tu vois, sur des matchs comme à Toulouse où bon, il a été critiqué, mais au final, il a fait le boulot. Et je pense que c'est un match qui va ressembler au match de Toulouse. Donc, je pense que voilà. Non, mais Strootman, on sait très bien, c'est l'histoire salaire. Il toucherait 2 fois moins, personne ne dirait rien. Voilà. C'est ce salaire qui choque parce que tu te dis, quand tu paies un mec 500 ou 600 000 euros, il doit te faire rêver, il doit t'apporter un plus inconsidérable. Alors voilà, c'est un bon joueur de foot, mais. Dernier point sur le 11, Radonjic ou Bounassar, messieurs? C'est les questions, chaque semaine, ça revient. Et le problème qu'il y a, c'est qu'est-ce que c'est, en fin de compte, c'est pas notre. Comment il s'appelle le mec à Manchester? Super Seb Solskjaer. Solskjaer, voilà. On en Est-ce que parlera c'est de pas ça le un peu nôtre? plus tard dans l'émission. Ouais, mais Donc, je sais Radonjic, pas. entraîneur de l'OM dans 20 ans, ça va être... Moi, je vous le dis, les gars, on va s'éclater. Elle est bonne, celle-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu le mets titulaire, mais si encore c'est pour faire Patawet et Fartas, c'est-à-dire rien faire du tout, il vaut mieux qu'il reste dans son rôle. Hein. Moi, je suis. Alors peut-être que ça, c'est le genre de match, qui sont dialectiques. Ouais. Peut-être tu peux tenter une expérience et te raviser en cours de match. Peut-être, allez, mets le titulaire. C'est vrai. Mais Sur après, ce par contre, tu match-là, vas pas. pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Après, les dernières titularisations de Radonjic, c'était pas si désastreux parce que. Oui, mais il a joué une mi-temps sur 2. Ouais, chaque fois. Voilà, et c'était une mi-temps sur 2, mais c'était à Amiens, il avait été plutôt bon en seconde période, même très bon en seconde période en fait, et à Monaco, est-ce qu'il était titulaire à Monaco ou il était rentré? En tout cas, il avait fait une bonne mi-temps, je me souviens, donc il était peut-être rentré en seconde mi-temps, mais bon, voilà quoi, je sais pas trop, mais je pense que Bounassar, c'est son ancien public, et il y avait eu la team FC Metz, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il était arrivé, il y avait un petit débat, la Bounassar, il va... C'est vrai, exact. La Bounassar buteur, là je le Ouais. sens bien moi. Je sens. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur l'avant-match et on va directement basculer sur les paris FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, c'est les paris. Les paris FCM, c'est tout de suite le pari sécure de Mourad Hartz. Le pari sécure, c'est la victoire de l'OM, donc la 7e, on la sent bien quand même, 1,79, donc c'est pas une cote énorme, mais voilà, l'OM est dans une superbe forme, Metz un peu moins, ils sortent d'un 4-1 désastreux à Nice, et puis... voilà quoi, pas besoin d'en dire plus, même si, attention, faudra quand même faire le taf, hein, parce que c'est vrai qu'on dit que Metz c'est pas très fort, etc., mais c'est quand même un peu ce genre d'équipe de Ligue 1. N'oublions pas que le match contre l'OM est toujours un match de gala. C'est vrai. Donc les équipes, elles jouent au-dessus de leur niveau. Le pari fou de Mourad Hartz ce week-end, c'est quoi?
Alors c'est une grosse victoire de l'OM, 4-1 à Metz. Donc encore une fois, et je veux pas les prendre de haut, vraiment, c'est le pari fou. Et là c'est pour faire de l'argent, comme on dit. C'est la cote est à 30. Donc parce que l'OM ne l'a encore jamais fait cette saison. Donc voilà, c'est pour ça que les cotes sont élevées et tu te dis encore une fois, c'est le pari fou et je pense que ça va quand même il va quand même falloir aller batailler pour prendre ces 3 points, mais il faut les respecter. Mais si tu les respectes bien et que tu es un peu en réussite, ça peut sourire. Par contre, là, attends, tu peux couler une ibet à toi tout seul avec un pari comme ça. C'est comme il y a 20 millions de personnes qui le regardent, c'est 1 million qui jouent la cote. Tu les cambrioles. Surtout qu'on est en réussite en ce moment, Mourad. Voilà. Allez, on passe au combiné du week-end. Le combiné du week-end, c'est d'abord Lille-Montpellier. Lille-Montpellier. Alors j'ai mis Lille, ça va pas être facile parce qu'ils sortent de la Ligue des Champions, etc. Mais surtout parce que Montpellier est assez nul à l'extérieur. Donc Lille est bon à domicile et Montpellier est nul à l'extérieur. Tu te dis, logiquement sur ces faits-là, Lille devrait pouvoir s'en sortir. Après Angers-Monaco. Donc Angers-Monaco, là j'ai mis un match nul parce qu'Angers n'est pas dans la... Logiquement, j'aurais bien joué Angers, mais là, ils ont perdu la réussite un petit peu. Là, ils perdent à Rennes et j'ai vu dans le multi-Ligue 1, on disait, Angers a mieux joué, tout ça. Mais au final, la réussite semble avoir switché un petit peu. Et Monaco, vu que c'est toujours n'importe quoi, on va pas non plus mettre Monaco vainqueur parce que c'est n'importe quoi, Monaco. Bordeaux-Strasbourg. Et Bordeaux-Strasbourg, match nul aussi, parce que Strasbourg est mieux. Bordeaux, ils sortent d'une défaite, donc sans doute qu'ils vont vouloir se relancer. Mais c'est un peu le genre de match où tu te prends les pieds dans le tapis, donc j'imagine bien un match nul. Voilà, donc victoire de Lille contre Montpellier, match nul contre Monaco, Angers-Monaco et match nul Bordeaux Racing Club de Strasbourg, Alsace. Et une cote totale boostée de 19,17. Voilà, c'est la cote Unibet pour se combiner. Et on a plutôt de la réussite sur les combinés ces derniers temps. Le dernier, je l'ai raté à un résultat. Mais sur les 9 derniers résultats, j'en ai 8 de bons. Je veux rien dire, mais... Mais vous le savez, le Pari Sécure, chaque semaine, c'est penalty pour Lyon. Le petit débat cette semaine, c'est le fair play financier. Et pourquoi on en reparle ? Parce que c'est nos confrères de RMC Sport qui en ont un petit peu reparlé cette semaine. Mourad, n'est-ce pas ? C'est ça qui s'est passé ? C'est ça. D'ailleurs, je t'ai mis la petite, la phrase un peu clé de cet article. La phrase un peu clé de cet article, quelle est-elle ? C'est celle-ci. L'instance européenne a fixé des objectifs très précis au club phocéen d'ici la fin de la saison. 2 points. Un montant de vente de joueurs supérieur à celui des achats, une masse salariale en diminution sensible et un déficit global ne dépassant pas les 30 millions d'euros. Alors toi, Mourad, tu n'étais pas forcément très d'accord avec tout ça. Alors d'abord, peut-être que RMC a d'autres infos, c'est fort probable. Ce sont des journalistes qui quand même ont des entrées qu'on n'a pas forcément. Mais après, sur ce genre de truc un peu administratif, tout peut prêter très rapidement à confusion. Alors, les 30 millions de déficit, ça c'est clair et net. Ça a été annoncé sur le site de l'UEFA, ça a été annoncé par l'OM. Tout le monde a annoncé ça. Mais après, sur l'OM doit plus vendre qu'acheter, je me pose un peu des questions parce qu'il y a une partie donc, de ce que l'UEFA a publié qui prête à confusion et qui peut... Je pense que c'est de ça dont ils veulent parler. Donc, est-ce que tu peux nous lire ce passage qu'on t'a fait traduire ? Alors, on l'a fait traduire à qui ? À Google Translation, donc c'est... C'est Google, donc Google ne peut pas se tromper. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Je suis complètement bilingue, c'est pour ça que je vais d'abord la faire en français. L'Olympique de Marseille convient que pour l'exercice se terminant en 2020 et pour l'exercice se terminant en 2021, le ratio charge sociale par rapport aux revenus et l'amortissement des inscriptions des joueurs sont limités. Enfin, des inscriptions, c'est les transferts de joueurs. En fait. Et donc après... Alors, c'est un peu compliqué comme formule. Il y a un terme très important. Il y a un terme très important, c'est amortissement. Parce qu'on a tendance à regarder le marché des transferts, genre, t'as acheté pour 5, t'as vendu pour 10. Non, c'est pas comme ça. Quand t'achètes un joueur, en fait, t'achètes un joueur 25 millions, disons, Kevin Strootman. Tu l'amortis sur le nombre d'années de contrat. Sur le nombre d'années de contrat. Donc, dans ton bilan comptable... 5 millions, il reste 5 ans. Voilà, dans ton bilan comptable, si tu as acheté un joueur 25 millions et que tu l'as signé pour 5 ans, son transfert te coûte 5 millions tous les ans. Ça, c'est par rapport au truc comptable. Donc, c'est ça que l'UEFA va prendre en compte, etc. Donc, il y a déjà ce truc de l'amortissement. Ensuite, c'est 2020-2021. C'est aussi la fin
de l'année 2020, la fin de l'année comptable 2020. Pour l'Olympique de Marseille, ça s'arrête au 30 juin 2020, donc quand tu clôtures les comptes 2019-2020, et après on te dit aussi 2020-2021, parce qu'on te dit l'année qui se termine en 2021. Donc par rapport à tout ça, l'UEFA demande à l'OM donc de mieux contrôler tout ça, et pour moi le seul engagement fort que je vois, là, qui est vraiment clairement demandé par l'Olympique de Marseille, par l'UEFA à l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir un déficit de moins de 30 millions d'euros. Ça, c'est très clair. Ça, on parle aussi dans cette phrase de masse salariale, de charge sociale par rapport aux voilà, revenus. Et parce que en fait, je crois que le truc clé, c'est le déficit de moins de 30 millions. Parce que logiquement, donc, avec le fair play financier, tu as le droit à un déficit de moins de 30 millions sur 3 années, etc. L'OM termine la précédente avec 80 ou 85 millions d'euros. Alors, cette année, on ne sait pas exactement quels seront les chiffres. Encore. Exactement. Donc là, on est dans tous les cas, on fait que des hypothèses et on se projette sur des chiffres dont on n'est pas certain. Et ensuite, alors attends, je me suis un petit peu perdu. Donc ça, il faut se dire que ce déficit de moins 30 millions d'euros, alors la masse salariale, c'est extrêmement important parce que ça te prend une énorme partie de ton budget. Ouais. Donc là, diminuer cette masse salariale est extrêmement important. Alors tu l'as fait parce que tu as des mecs comme Balotelli, Rolando, Hugo Chan, des tas de mecs comme ça qui sont partis en fin de contrat. Donc tu as un peu diminué ça. Après, tu as aussi fait venir des joueurs comme Benedetto, donc le transfert va s'étaler sur plusieurs années dans les comptes. Alvaro, c'est pour l'année d'après, etc. Donc, je pense que moi, le truc clé, c'est de se dire qu'il y a moins de dépenses cette année. Il y a moins de revenus aussi parce que tu n'as pas la Coupe d'Europe, mais les moins de revenus sont moindres. Et que si tu ne vends personne au mercato d'hiver, tu peux toujours vendre un joueur dans les premières semaines du mercato d'été. Et que avant le 30 juin, ça rentrera dans ton année comptable. Alors, et que surtout, il faut se dire, c'est le long terme. Ce qu'il faut, c'est que l'Olympique de Marseille ait désormais un rythme de vie on moins. n'arrête plus. Non, mais c'est ça qui est important parce que là, tu vas m'arrêter à un moment où en fait, on parlait de détails de choses. Ce qui est important, c'est de se dire que c'est sur le long terme, l'Olympique de Marseille doit moins dépenser salarialement et sur les transferts. Et donc, c'est pas juste là, le coup près, il n'est pas là. Là, le coup près, il faut que ça diminue drastiquement et l'année d'après, il faut que tu arrives à zéro. Mais quand même si le coup près n'est pas là, il y aura peut-être un petit, alors peut-être pas une obligation vraiment définitive, mais la tentation de céder des joueurs à ce mercato-là s'il y a des offres. Parce que si de belles offres se présentent... Et comme ça, tu foires tout le reste de ton truc. Parce que si tu foires la qualification en Ligue des Champions... Non, mais il y a donc la gestion sportive, mais il y a aussi la gestion administrative. Et la gestion administrative, ça veut dire quoi? La Ligue des Champions est vitale pour tous les clubs. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est déjà pourquoi cette info sort maintenant. Il n'y a que nous qu'on est concernés ou il y a une liste d'autres clubs là? Non, il y a une liste d'autres clubs. Enfin, il y en a certains qui ont été... Parce que moi, ça m'a toujours fasciné. La dernière fois, quand il y avait notre ami Romain qui nous a expliqué le déficit du Milan AC, lui aussi, il se fait taper par cette commission. Le Milan AC, ils ont eu quelques... déjà. Deuxièmement, parce que des fois, il y a des infos qui sortent toujours stratégiquement. Des fois, moi, je crois... Je ne sais pas adapte vraiment la théorie du complot, mais on est quand même second, on colle au basque de qui il ne faut pas. Tu vois, ce genre de truc un peu pour déstabiliser et tout. Là, je vais faire mon chauvin. Je suis un peu... Après, déficit, pas déficit, ils ne vont pas nous interdire de recruter. Tant que tu as ton banquier qui te couvre pour le découvert, on s'en fout. Moi, sincèrement, je pense que c'est un peu... je ne vais pas vous casser votre délire, mais pour moi, c'est... Même pas j'en prends compte de ça. Ah bon? Je te dis pas que si l'Olympique de Marseille... Attends, on a un entraîneur en début de saison qui publiquement dit... Il n'y a pas de monnaie. Le club est dans une situation financière catastrophique. Donc, la gestion financière du club... Mais ça, on le sait, ça. Il faut la prendre en compte quand même, parce que c'est des paramètres importants. Ils vont la résorber, mais c'est pas est-ce que s'il y a une offre pour un Sanson... alors, l'Olympique de Marseille, par exemple, voulait vendre Sanson cet été, 30 millions d'euros. L'offre, elle n'est jamais venue. Aujourd'hui, Sanson, c'est plus le même joueur. Alors là, est-ce que si tu as Sanson et qu'une offre à 30 millions d'euros ou à 35 millions d'euros, est-ce que tu le vends cet hiver? C'est quoi ce que je fais, moi? Le mec, 35, parce que j'ai dit, tu sais quoi? Je te le vends 35 et je te le loue 1 million ton joueur, les 6 mois qui restent.
Voilà, comme ça tu le gardes jusqu'à la fin de saison, l'autre il est transféré et tout le monde est gagnant. Et D'accord, le fait mais que si Sanson le club, il soit là, retourne peut-être de que suite, tu as la Ligue des Sanson. Champions et tu te rembourses avec ça. Si on parle de chiffres, moi je dis comment on ferait en affaire. Je sais pas, si t'as le. Si Enfin, t'as, non, tu les transfères si, pas là. si t'as le Tu les Real qui en a transfères, oui, besoin mais tu l'as. si t'as le Real qui en a besoin pour la deuxième partie de la Ligue des Champions. Arrête, non, mais ça arrête de fantasmer, il faut besoin de choses. Tu as dit, ok, je te le transfère, mais à la date du 30, mais tu me le laisses là. Soit tu le mets dans les conditions du contrat, c'est tout. Je te fais même une remise, moi, je te dis, voilà. Voilà, tu me le 35, je te le vends 33, mais par contre, tu me le laisses là. Non, Voilà. mais si. Là, on est parti dans un truc. Mais si, mais là, non. ça devient difficile. J'ai eu 4 en BTS en compta, je vous dirais déjà, sur 20. Non, mais Morad. ce qui est important, c'est que l'OM doit D'accord, non, mais- avoir des. Non, Ça, non, ça, non, ça, c'est- on a Mais sur vu, 3 ans. Sur on a 3 ans. compris. Mais ce que je c'est veux dire, pas est-ce qu'il possible, y a mais pas tu veux cette parler d'un tentation de sujet vendre super compliqué Oui, et dès que je commence à Non, mais dérouler le truc, mais tu t'as dis non, t'as tu répondu pendant 10 minutes. Mais non, mais parce qu'en fait ce que tu Oui. veux c'est que je te dise oui, on va vendre, on va acheter, c'est pas comme ça. si. Non, Si, bah non, parce que bah non, ça- non, D'accord, tu ne pas peux pas d'accord. comme ça. Tu peux avoir la tentation de vendre s'il y a une grosse offre dès cet hiver. C'est ça que je te dis. Mais c'est là où tu veux, si c'est un bon dirigeant, tu dis Pour non. un Sanson qui a une cote Pas qui ces a conditions. grimpé de nouveau ces dernières semaines. Non, mais si tu es un Voilà, bon et non. grand dirigeant, Alors, tu dis non. Pas cette- Mourad, pas là. qu'est-ce qu'on fait là Non, mais c'est bien comme ça, tu prends 30 millions maintenant, et puis après, les 70 millions de la Ligue des Champions, tu dis, on voilà. n'a pas besoin de ça. C'est pour Non, ça. mais en fait, c'est une gestion. Non, Alors- mais regarde, c'est une gestion. En fait, C'est vrai, mais moi, je suis il faut d'accord avec comprendre. toi, hein, je pose juste la Mais question. non, t'es je pas suis d'accord avec Ah moi, ben, tu bien veux sûr. juste que je dise, alors est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on va pas Non, vendre je C'est pas te ça. pose une Ça, c'est question. c'est de la une question. foutique-serie, Et en c'est plus, du là, truc. je me régale. En plus, je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi, je vendrais pas, par exemple, Mais- Sanson. Moi, je le vends avec une Oh là remise. là. Je le remise. Alors, En est-ce fait, que, on est-ce que parle de- Mourad, est-ce que ce fair play financier peut aussi empoisonner l'Olympique de Marseille sur le futur mercato, même si on se qualifie pour la Ligue des Champions, est-ce que ça peut empoisonner le non. recrutement l'été prochain? On me l'aura Bien sûr, d'oxygène. mais bien sûr que ça va contraindre. Là, l'accord de règlement, il est jusqu'à la saison 2023, il me semble. Donc c'est sur le long terme. Et en fait, est-ce que ça va empoisonner? Moi, je pense pas que ça va empoisonner. Je pense que si l'OM, surtout si Villas-Boas nous sort ce miracle là qu'il est en train de bien mettre en route, de nous qualifier en Ligue des Champions, ça va pas nous empoisonner, ça va nous permettre de mieux gérer tous ces mercatos parce qu'on a fait n'importe quoi. Jacques-Henri Hérault a beau dire oui, machin, nouveau propriétaire, on a fait n'importe quoi au niveau financier. Donc si on arrive à devenir un club qui recrute bien, parce que c'est sûr, tu vas pas pouvoir, l'année prochaine, tu seras toujours sous le coup du fair play financier. Tu vas pas pouvoir recruter n'importe Mais comment. regarde, même si la Ligue des Champions, non, mais ça arrêtez veut- de vous affoler. Ça veut dire que tu pourras pas aller taper Arrête. des gros salaires, Oui, donc mais on des s'en fout. grands joueurs. Arrêtez de Eh vous ouais, affoler. Quand on laisse faire les choses, normalement, aux gens qui sont compétents, Zubizarreta cette année, il a fait 4 choses. Il est allé chercher Villas-Boas, bonne pioche. Alvaro, bonne pioche. Benedetto, même si c'est avec Villas-Boas, parce que c'est lui qui l'a fait, ils l'ont formalisé. Et Rongier qui voulait. Les mecs, il a pas eu beaucoup d'argent, il n'avait pas 150 Oui, millions d'euros. oui, si tu il l'a recrutes fait. bien sûr. Si tu prends 3-4 joueurs, mais qui sont vraiment. S'il y a vraiment un travail en amont qui est fait, et dit voilà, ce mec-là, il a la grinta, il faut qu'il s'adapte à Marseille, on a besoin de ça. Moi, je m'affole pas, moi. Moi, je dis. Donc voilà, en fait, plutôt que de te... Si tu recrutes bien, et si tu vends bien, etc. Donc c'est sûr que tu vas pas pouvoir faire n'importe quoi et te dire bon bah on va claquer 45 millions sur un joueur sur un certain joueur d'un certain âge avec un certain salaire. Et ça c'est peut-être tu vois ce qu'on appelle chez les alcooliques ou les drogués un wake up call, tu vois, le mec d'un seul coup tu te dis oh merde, bon maintenant il faut que je fasse quelque chose et ça peut nous servir à ça. Alors forcément on se dit bah c'est injuste, etc. Il y a des tas de Mais choses est-ce qu'on que peut pour dire. jouer la Ligue des Champions avec certaines ambitions, est-ce que tu n'es pas obligé de taper dans un certain type de joueurs? Non, tu pas as des forcément. contre-exemples dans l'histoire de la Ligue des Champions. Tu as des équipes de copains qui ont fait des quarts de finale. Hein. Ouais. Là, cette équipe de Cluj, là. Non, Cluj, mais là, je sais pas Il quoi, n'y en a là, pas quoi. beaucoup. Hein. Mais on s'en fout. Mais ce que je veux dire, nous, on a l'OM, on part avec un crédit plus supérieur et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Moi, le tout-star et tout ça, moi, je dis que non. Non. Allez messieurs, on clôt ce petit débat qui s'est transformé en gros débat. Eh ouais, je l'avais senti. Tout ça, au mais départ. Ouais. simplement, il faut Ouais. bien dire que les trucs de comptabilité, etc., c'est bien plus difficile Bien sûr. que Foot Mercato ou Oui. que Football Manager. C'est pas juste tu dois vendre, tu dois acheter. Il y a des trucs, il y a des amortissements sur plusieurs années, il y a des règles au niveau de la masse salariale, il y a plein de choses. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut croire. Et il y a des clôtures d'années financières. 30 juin 2020 pour cette année, 30 juin 2021 pour l'année prochaine. C'est bien plus compliqué que simplement t'as vendu, t'as acheté. C'est pas comme ça. Tu as les locations de joueurs aussi. Ça rentre de façon différente aussi en compte. Ouais, Allez, mais messieurs. c'est aussi des dépenses. Voilà. Merci messieurs, on s'arrête là pour ce petit débat et on passe tout de suite au gros débat.
Le gros débat, c'est qui sont les perdants du 11 de départ de Villas-Boas. Et ouais, il y en a quelques-uns parce qu'il peut mettre que 11 joueurs sur la feuille de match, en tout cas pour débuter la rencontre. Et il y a déjà des joueurs qui peuvent se poser des questions. Je pense, on commence par qui, tiens, Mourad? Qui est-ce que tu vois? Qui est le plus grand perdant selon vous? Je suis le plus grand perdant de cette émission parce que j'ai complètement perdu le petit débat, ça c'est certain. Qui est le grand perdant? Qui est le grand perdant selon vous? Il faut que tu lui donnes à manger. Moi je remarque qu'il est grognon parce qu'il n'a pas encore mangé. Qui est le grand perdant selon vous? Je suis comme un chien. De ce 11 titulaire qui se dessine? Pour moi, c'est Lopez. Hein. Je pense qu'il croyait qu'il allait s'installer dans un rôle de titulaire au début de saison. Et là, depuis 3-4 matchs, il a été évacué. Après, on le sait très bien. Pourtant, il avait fait un bon petit match sur l'aile droite. Là. Moi, il m'avait plus plu. Tu vois, sur sa première apparition, elle était pas mal. Et après, ça c'est un peu... Après, on le sait. Moi, je dirais Minot. À fond la muscu. Régale-toi. Pousse, type professionnel. Vas-y, mets des coups d'épaule et tout. Non, mais c'est vrai. Moi, je te jure, je suis sûr qu'il gagnerait 10-20% d'impact et ça ferait la différence pour plein de choses. Alors, le 11 qui se dessine, c'est lequel? C'est Mandanda, Sakai, Camara, Tchaletatsar, Amavi, Strootman, Sanson, Rongier, Sarr, Benedetto, Payet, mais pas du tout, c'est pas ça le 11. C'est ça le 11 type C'est un peu le 11 qui joue ces dernières semaines. À part Strootman, Camara. Voilà, c'est ça. C'est là où tu as. C'est ça où il y a le. C'est là où tu as un peu un truc qui change beaucoup. Ouais. Mais parce que sinon, c'est Sarr qui a pris le dessus, qui est préféré. Tu sens que c'est un peu le joueur que favorise Villas-Boas dans sa. Ouais. Donc Sanson, Rongier aussi, mais il y a ce fameux Camara Strootman. Ça, pour moi, c'est vraiment une masterclass dans la gestion de Villas-Boas parce que c'est parfait ce qu'il fait. Sincèrement, je trouve qu'il a donné de l'importance à Strootman, qui est quelqu'un qui ne peut plus faire certaines choses. Il a des limites physiques. Et là où on devrait payer ses limites physiques, où on les a un peu payées en début de saison, il met Camara qui gère parfaitement ce poste-là. Alors, en plus, ça lui permet de remettre Camara de temps en temps après sur des plus petits matchs. Tu vois, par exemple, là, il peut remettre Strootman. Et en remettant Strootman, il lui fait comprendre t'es important. Je te perds pas, etc. Même si Strootman, c'est vrai qu'il peut marronner un petit peu, il peut dire putain, Lyon, je suis pas titulaire, Bordeaux, je suis pas titulaire. Mais s'il est titulaire là, l'Olympique de Marseille, à mon avis, va en souffrir parce qu'il va prendre l'eau. Donc il met Camara à ce moment-là, il permet à l'Olympique de Marseille de gagner ses gros matchs et on se régale parce que ça fait longtemps qu'on les avait pas gagnés. Et en plus de ça, Strootman, il le gère. Donc en effet, Strootman, il peut marronner un petit peu sur le fait de pas jouer les gros matchs, mais le reste du temps, tu vois, t'étais le titulaire et t'es là et tu joues. Mais à long terme, ça peut durer, ça ou pas? En plus, je te rejoins avec l'histoire de Mercato. Peut-être qu'ils mettent Strootman dans les meilleures conditions pour qu'il ait des stats pour le transférer en décembre. Parce que si tu lui fais jouer des matchs entre guillemets faciles, il aura de meilleures stats que s'il se fait laminer dans un gros match. Donc c'est bien, parce que les stats, c'est important aussi dans le Mercato. Et je pense que peut-être que ça serait pas trop... Enfin, ce serait intelligent. Sur le long terme, tu penses que cette gestion-là, elle peut... Ah oui, moi je pense. Mais je pense qu'il a l'adhésion du groupe. Il a l'adhésion du groupe maintenant. Les gars, ils sont passés d'un coach menteur en pleine figure, on appelle ça. C'est-à-dire que le mec te dit je vais faire ça, il tourne, il fait autre chose. Un gars, il leur a dit les gars, voilà, on est temps, on n'est pas beaucoup, il y a peut-être un coup à faire. Voilà, par contre, il y aura une hiérarchie comme tu as indiqué. Voilà, peut-être si vous allez marronner, mais je suis obligé de faire ça, c'est le meilleur moyen de gagner quelque chose cette année. Mais là, il y a deux problèmes en fait. Il y a à la fois le fait d'écarter Strootman, et il y a à la fois aussi le fait de titulariser Camara à un poste où il veut pas trop jouer en fait. Et ouais, mais bon. Il veut pas trop jouer. Il a pas dit qu'il veut pas trop jouer. Non, il a pas dit qu'il voulait pas jouer. Il a dit qu'il préfère quand même s'installer. Si Signoret à ce poste, il est en courant. Pour sa carrière. Après, c'est vrai que pour un jeune joueur, non, mais ça se fait comprendre. T'installer un poste, c'est aussi plus facile pour après pouvoir faire une carrière. Miroir, Laurent Blanc, il a commencé numéro 10, il a fait libéraux. Il y a tellement d'exemples de joueurs, parce que quand tu as le talent, des fois tu peux t'adapter à un autre poste. Donc voilà, peut-être lui, il croit qu'il était fait pour ça, et en fin de compte, c'était... Eric nous l'a dit, il a dit Meco aussi, hein, tu sais, t'es attaquant, et voilà. Et puis c'est pas, tu vois, c'est pas restrictif. Il peut jouer milieu de terrain défensif, et puis après, il manque peut-être un peu de muscle pour jouer en défense centrale. Donc pendant ce temps-là, on peut profiter de sa vista, de sa vitesse, de ses qualités naturelles.
naturel. relance. Il peut prendre du muscle, prendre de l'expérience, voir des choses qu'il voyait peut-être pas avant, où il se disait ah ouais là mon central il a fait une erreur, il va peut-être pas le faire après. Et puis après quand même s'affirmer en tant que grand défenseur central. Et ce qui est bien avec Camara, c'est qu'il retourne en défense centrale quand tu joues un petit match, et ben Strootman il va en défense centrale. Et vraiment, moi c'était quand j'ai vu la compo contre Bordeaux, je me suis dit putain, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire, et il le fait passer à ses joueurs. Et moi je trouve que le Camara Strootman, moi je me régale aussi. C'est vraiment un truc vraiment à mettre au crédit de Villas-Boas. Alors juste dis-moi un petit mot sur Lopez, puisqu'il en a parlé tout à l'heure, et c'est clairement lui le grand perdant en fait du milieu de terrain en tout cas. Parce qu'on a un duo aujourd'hui avec très, très bon. Rongier et Sanson qui est vraiment très très bon en ce moment, quoi. Donc Lopez, là, on touche un peu à ses limites, c'est-à-dire au fait que ce qui s'est jamais imposé dans la durée à un poste très précis, et il a jamais pris vraiment de l'ampleur. On l'a vu faire un bon match, par exemple, en milieu relayeur contre Montpellier cette année, et puis derrière, il n'a pas vraiment confirmé à ce poste-là. Avec Garcia, il est devenu deuxième milieu de terrain, ça n'a jamais vraiment confirmé à ce poste-là. Et après, là, on l'a vu milieu droit, il a fait un bon match contre Lyon, mais il n'a pas confirmé à ce poste-là. Donc, en fait, Maxime Lopez, c'est un joueur qui a besoin de confirmer à un poste bien précis, et que maintenant on sache, ok, Maxime Lopez, on en fait ça et on ne bouge pas. Parce que là, le condamner, c'est peut-être un peu fort, parce que si ça tombe en seconde partie de saison, à un moment, il va revenir en milieu droit avec ses qualités bien particulières, et ça va devenir le titulaire indiscutable, ou peut-être truc. Mais en tout cas, ça devient urgent pour Maxime Lopez de confirmer un poste et de devenir vraiment incontournable à ce poste-là, que tu te dises, ok, parce que là, il fait un bon match, après, il disparaît un peu ailleurs. Il fait un bon match qui fait que tous ces défenseurs comme nous disent, ah ben Lopez, il faut le défendre, et puis après, il disparaît un petit peu, ce qui fait qu'on doit dire, oui, mais souvenez-vous du bon match. Donc là, c'est l'heure de la confirmation pour Lopez. Reste l'énigme Radonjic. Et ouais, Radonjic, est-ce que voilà, il faut le garder en super sub, comme on dit, parce qu'il vient d'enchaîner plusieurs buts. Sauf blessure, hein, s'il doit remplacer quelqu'un poste pour poste, mais moi je pense qu'il faut qu'il reste comme ça. Il a l'énergie, il est tout fou. Il peut me le faire jouer 20 minutes, qui rend fou tout le monde sur le terrain, qu'il passe 1h30 et en fin de compte il joue que 20 minutes et il choisit sa mi-temps. Donc non, moi je pense que... Et puis voilà, c'est pas parce que... il faut qu'il soit dans l'humilité. Il nous a rien proposé depuis qu'il est arrivé. Il commence à avoir des étincelles, s'il commence à lui avoir des velléités d'être titulaire, c'est bien, c'est un pro, il faut se battre pour ça. Mais là, c'est pas le propos pour moi dans les 2-3 mois qui viennent. Mourad ? Pourquoi pas ? C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Hervé. En fait, il a super sub, il est quand même pas mal, quoi, parce que quand il rentre, c'est un mec qui va vite, qui va toujours dribbler, et peut-être aussi que les défenseurs ont un peu moins de lucidité pour lire ses dribbles, et qui réussit donc à mieux les passer. Donc moi il me plaît bien en super sub, et si déjà à la fin de la saison il devient, c'est notre super sub qui a marqué 10 buts et fait 2-3 passes décisives, vu de là où il partait, vu de là que comme il était enterré, que tout le monde lui crachait dessus, peut-être que l'an prochain après ça peut devenir un titulaire, etc. Ça sert à rien de lui remettre un peu de pression en plus. Lui, il veut jouer. Villas-Boas l'avait dit, il a le temps, il est jeune. Est-ce qu'il va pas déjouer en étant titulaire encore, à vouloir trop en faire Mais c'est ce qu'il a dû dire, Villas-Boas. Il a dit, je t'ai mis des matchs titulaires, tu joues que 20 minutes, tu rentres 20 minutes, tu mets le feu. Voilà. Allez messieurs, on s'arrête là pour cette émission. Merci Mourad, merci Hervé. Très bonne émission, voilà. Je pense que c'est une bonne émission. Je pense que sur le fair play financier, vous avez tout compris là après cette émission. Moi j'ai pris des notes. Hein. Et j'ai décidé qu'on allait noter les émissions maintenant. Alors, quelle note vous mettez à cette émission ? Vous voulez que je commence ou pas ? Une note sur 10. Moi je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre une note de 8,5 sur 10. Je la trouve pas mal. Tu es vraiment généreux, toi. Tu es mon prof. Moi, je vais te dire entre 7 et 7,5, tu vois. 7 et 7,5. D'accord. Mourad ? Vu la gabegie sur le fair play financier, moi je mets 4. Arrête, mais non. Faut lui donner à manger à l'émission. Non, mais on parle d'un sujet compliqué. On a dit plein de choses intéressantes. Moi, je vais dire un off. Il m'a dit l'hiver, il faut que je mange. Donc, il faut lui donner à manger l'hiver, autrement on va passer la tannée là. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes bientôt 31 000. Et oui, et on fait gagner. C'est beau, j'ai pas suivi. Ça va tellement vite. Sincèrement, bravo. On est vraiment très très fiers et très contents. Alors merci encore. Vous le savez, on vous fait gagner un maillot d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a un lien dans la description
tout en bas où Je vais vous faire gagner cliquez. quelque chose moi aussi. Ah, c'est vrai? Sur la Vas-y. page des collègues, ben tiens, on le mettra sur le Football Club Marseille. On vend des packs, tu sais, où il y a les savonnettes des collègues, les posters et tout. Ouais. Et on va mettre un aussi, t'aides à les Voilà, réseaux sociaux. très bien. Le cadeau de Noël des collègues. Exactement, parfait, c'est très sympa ça. Donc le lien, vous cliquez, vous vous inscrivez pour participer et puis tirage au sort le 23 décembre. Voilà, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Merci à tous, ciao ciao.